This is it. This is the phenomenal 917. Pourquoi un documentaire sur la Porsche 917 ? Le sport auto est d'abord une histoire d'hommes. On retient les pilotes, leurs victoires, leur palmarès, leur destin. On pense tout de suite à Fangio, Clark, Stewart, Lauda, Andretti et tant d'autres. On pense aussi aux constructeurs, les grandes figures comme Enzo Ferrari, Colin Chapman ou Frank Williams. Mais finalement, les voitures elles-mêmes ont une place réduite dans ce panthéon. Rares sont les voitures qui ont vraiment marqué leur époque, comme la Ford GT40 ou la Lotus 72. Parmi ces exceptions, qu'on peut compter sur les doigts d'une main, on en trouve une qui fait l'unanimité, la Porsche 917. Il y a quelques raisons objectives de retenir la 917 entre toutes les voitures de course vraiment célèbres. Tout d'abord, cette voiture a gagné pratiquement toutes les courses où elle a été engagée dans les années 70 et 71, à quelques rares exceptions près. Ainsi, lors des épreuves du championnat du monde des constructeurs, en 1970, seul Sebring lui a échappé, elle a raflé tout le reste. Les 24 heures du Mans, 2 fois, Spa, Monza, Daytona, elle a triomphé partout et aux mains de nombreux équipages. Cette quasi-invincibilité a évidemment contribué à façonner sa légende et on peut dire que la 917 a dominé son époque comme rarement une voiture auparavant. Elle a tout gagné, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. On peut dire aussi que cette voiture était encore plus célèbre que les pilotes qui se sont illustrés à son volant. Gerard Larousse, Vic Elford, Rolf Stomlen, mais aussi Joe Seifert, Derek Bell et Pedro Rodriguez, rien que les grosses pointures de l'époque. Un autre élément a joué en faveur de la 917, sa vitesse. Les performances de la 917 ont atteint des sommets hallucinants pour l'époque. 396 km/h dans la ligne droite des Hunaudières au Mans en avril 71. Il faudra ensuite attendre plus de 20 ans pour voir une autre voiture faire à peine mieux. Cette voiture n'était pas seulement une dévoreuse de ligne droite, elle était aussi capable d'aller très vite sur un tour, 260 km/h de moyenne, à Spa en 1971. Cette voiture avait aussi un bruit fabuleux. Écoutez plutôt. Vous avez sans doute reconnu des extraits du film Le Mans, tourné avec et par Steve McQueen pendant l'été et l'automne 1970, avec des voitures réelles et la participation des plus grands pilotes de l'époque. Ce film était plus un documentaire qu'un véritable film d'Hollywood, mais il a largement participé à la légende de la 917, car on voit celle-ci sous toutes les coutures. Et c'est également un film unique, car il a réussi à capter l'atmosphère de la compétition et surtout des 24 heures du Mans, et en cela il reste un film culte. Enfin, cette voiture était belle. C'est toujours une notion hautement subjective, mais la Porsche 917 avait de la présence. Racée, fluide et agressive tout à la fois, elle a inspiré de nombreux artistes et on la retrouve même sur des timbres-poste. La 917 est une légende et la meilleure preuve est de voir le nombre de maquettes, modèles réduits et même jouets qui lui sont consacrés année après année. Donc, la meilleure façon de parler de cette voiture de légende, c'est de raconter son histoire. Et, pour commencer, pourquoi la firme Porsche s'est-elle lancée dans la construction d'une voiture aussi ambitieuse et coûteuse ? Au milieu des années 60, Porsche est encore un petit constructeur dont la réussite repose sur deux éléments, une présence continue en compétition et le succès de son modèle 911. Pendant cette période, Porsche a progressivement pris du galon et de l'ambition. Les victoires à répétition dans la classe de litres ne lui suffisent plus. Elle vise désormais la victoire au général, dans le championnat du monde des constructeurs, mais aussi et surtout aux 24 heures du Mans. C'est pour cela que Porsche n'arrête pas de monter en puissance depuis la sortie de la 906 et, avec cette progression, vient aussi l'ambition de remporter le titre de champion du monde des constructeurs. À la fin de l'année 1967, la Fédération internationale automobile va faire évoluer ses règlements techniques et cela va jouer en faveur du constructeur allemand. Nous sommes alors en plein dans le duel Ford-Ferrari qui a connu son point culminant avec l'édition 67 des 24 heures du Mans. Les responsables de l'Automobile Club de l'Ouest et de la FIA sont effrayés par l'escalade des performances permises par les derniers prototypes engagés par Ford et ils décident alors de brider la puissance des voitures en limitant la cylindrée des moteurs. Il faut se souvenir que les instances dirigeantes ont été durablement traumatisées par le terrible accident qui est arrivé au Mans en 1955 et qui fit une centaine de victimes parmi les spectateurs. La Commission sportive internationale de la FIA veut plus que tout éviter de revivre un tel drame.
Le règlement technique du championnat du monde des constructeurs s'aligne donc sur la nouvelle base de la Formule 1, les moteurs 3 litres. Exit les prototypes de 5 à 7 litres de cylindrée, seuls sont encore autorisés à courir les voitures homologuées en catégorie sport comme les Ford GT40 pour garnir un peu les plateaux. Mais ne sont admissibles dans cette catégorie sport que les modèles fabriqués à au moins 50 exemplaires, comme la Ford GT40 justement. En 1968, Porsche décide d'aller jouer dans la cour des grands et aligne le modèle 908, un prototype ultramoderne dérivé du modèle 907. Pour parvenir à ses fins et arriver à décrocher le championnat du monde, Porsche rompt avec ses habituels 2 litres et a construit un moteur de 3 litres, un 8 cylindres à plat refroidi par air. Fondamentalement, il s'agit du flat 6 de la 911, auquel on a ajouté une paire de cylindres supplémentaires. Avec cette arme, Porsche compte bien s'adjuger la couronne mondiale, mais la conquête de ce titre s'avère bien plus ardue que prévu, puisque c'est l'écurie de John Wyer qui fait triompher les Ford GT40 au Mans et ailleurs. La 908 s'est révélée performante, mais encore trop fragile pour prétendre ramener le titre dès la première tentative. Les 24 heures du Mans 1968 fournit un exemple significatif de cet acte manqué. Alors que les Porsche écrasaient la concurrence durant les premières heures, c'est tout de même une antique Ford GT40 qui était devant à l'arrivée. La fragilité de la 908 tenait aux vibrations de son moteur, problème résolu la saison suivante quand l'ordre d'allumage des cylindres fut modifié. Entre-temps, la FIA ajuste encore son règlement technique. La limite d'homologation pour la catégorie sport passe de 50 à 25 voitures. Cette libéralisation était nécessaire afin de mieux coller à la réalité du terrain. Après les fastes de l'affrontement Ford-Ferrari, le championnat du monde des marques 1968 a perdu beaucoup de son lustre. Même Ferrari n'aligne pas tout de suite ses prototypes à moteur 3 litres, car Enzo Ferrari est ulcéré d'avoir été obligé de remiser ses magnifiques prototypes P4. Il faut absolument élargir le cercle afin d'étoffer un peu la participation aux épreuves. À ce moment-là, 25 voitures minimum paraît être une limite raisonnable, mais Porsche va s'engouffrer dans la brèche avec un projet qui paraît fou. Construire une voiture équipée d'un moteur de 5 litres de cylindrée à 12 cylindres. C'est le point de départ du projet 917. Comment justifier un pareil investissement ? Il a été dit que le gouvernement de la RFA de l'époque était intéressé par la réalisation d'un véhicule blindé utilisant un moteur dérivé de celui de la 917 et aurait ainsi donc participé financièrement à son étude. Le pari n'est pas seulement audacieux sur le plan financier, il l'est aussi sur le plan technique. Le moteur 12 cylindres devait être à plat, en fait un V à 180 degrés, et à refroidissement par air. Pourquoi Porsche s'acharnait-il à conserver cette technique abandonnée par tous les autres compétiteurs ? Porsche a toujours eu une double activité, constructeur de voitures de sport d'une part, bureau d'études d'autre part. Et ce bureau d'études avait un contrat à long terme avec Volkswagen pour mener des recherches sur l'optimisation du refroidissement par air. Car souvenons-nous qu'à cette époque, Volkswagen est encore un constructeur monoproduit avec la coccinelle qui repose toujours sur un moteur 4 cylindres à plat refroidi par air. De plus, les liens entre Porsche et Volkswagen étaient nombreux et anciens. Porsche pouvait donc étudier tous les moteurs possibles du moment que ces derniers s'appuyaient sur le refroidissement par air. Volkswagen participait financièrement aux recherches. Les ingénieurs de Porsche croyaient aux vertus d'un moteur dépourvu d'un système de refroidissement liquide qui imposait des radiateurs, de la tuyauterie, donc du poids et de la complexité, sans apporter forcément un surcroît de fiabilité. Or, la chasse au poids était justement une des obsessions du bureau d'études Porsche. C'est ici qu'intervient un des personnages clés de cette histoire, Ferdinand Piëch. Ferdinand, le neveu de Ferry Porsche, avait défini une triple doctrine technique pour ses voitures de course qui se résumait à poids léger, aérodynamique fluide et puissance toujours en hausse. Handicapés par leur faible cylindrée, les Porsche de la série 906 et surtout 907 compensaient par un poids minimum et surtout par une aérodynamique très travaillée. À cette époque, rares étaient les techniciens qui avaient compris l'importance de ce facteur dans le potentiel de performance d'une voiture de course. En fait, il s'agissait bien d'une terre inconnue, un domaine vierge, où les premiers spécialistes découvraient en expérimentant sur le terrain. Bien entendu, on connaissait déjà les lois régissant le coefficient de forme et la traînée, et c'est pour cela que les voitures présentaient un profil le plus effilé possible. En revanche, les phénomènes de portance-déportance n'étaient pas pris en compte avec le soin nécessaire. Avec le modèle 907, dont le profilage était particulièrement soigné, les pilotes de l'écurie d'usine commençaient à se plaindre d'instabilité à haute vitesse. Avec la 908, les reproches se firent plus précis et plus fréquents,
car celle-ci allait encore plus vite que sa précédente. À l'époque, les dispositifs aérodynamiques faisaient à peine leur apparition sur les circuits, avec la Chaparral 2F qui révolutionna le contexte en 1967 avec un gros aileron qui prit tout le monde par surprise. Mais la technique reposant sur l'aileron mobile fut tout de suite interdite par la CSI et avec raison. Le dispositif s'avérait trop fragile et fut la cause d'accidents graves en 1969 lors du Grand Prix d'Espagne de F1. Par la suite, tous les dispositifs mobiles furent bannis, aussi bien en F1 qu'en sport proto. Cette mesure posa des problèmes immédiats à la 917, dont la partie arrière reposait justement sur des ailerons mobiles. Dès les essais des 24 heures du Mans 1969, l'ACO demanda à Porsche de retirer ce système ou de le rendre fixe. Pitch argua que la 917 avait été homologuée avec cet ensemble et qu'elle serait dangereuse sans, d'où la nécessité de le conserver. La polémique fut finalement sans conséquence sur le comportement de la 917, puisqu'il s'avéra que ces ailerons n'étaient de toute façon pas assez efficaces pour stabiliser cette grosse voiture. Mais avant même cette première polémique, la 917 avait connu une naissance difficile. Sa construction avait été décidée en juin 1968 et avait mobilisé l'essentiel des ressources du département compétition de Porsche pendant une bonne partie de l'année. Ceci explique aussi pourquoi la 908 a souffert de retard de mise au point et de problèmes de fiabilité pendant le championnat 68. Il faut au moins une saison entière pour bien peaufiner une nouvelle voiture de course et ce facteur allait se faire sentir lourdement lors des premiers pas de la 917. Une des raisons qui a poussé ainsi Porsche à franchir le Rubicon et à exploiter l'opportunité offerte par l'évolution du règlement de la FIA, c'est qu'elle était persuadée que Ferrari allait faire de même et que sa toute nouvelle 908 limitée à un moteur de 3 litres n'aurait alors plus aucune chance de jouer les premières roues. En effet, à cette époque, Ferrari faisait déjà courir en Can-Am un prototype équipé d'un moteur V12 de 6 litres de cylindrée. Il était facile de penser que Ferrari pouvait facilement partir de ce moteur pour en faire une version 5 litres et l'adapter à une voiture de sport. Il fallait donc devancer cette menace qui était bien réelle. Car, finalement, Ferrari mit effectivement ce projet en route, mais avec beaucoup de retard, causé par les grèves à répétition qui secouaient alors l'Italie. Nous verrons par la suite que cette agitation sociale a eu beaucoup d'influence sur la carrière en demi-teinte de la Ferrari 512.